Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Voici les principaux titres. Reportage Ramadan, nous ferons zoom sur le Ndogu des Baïfal, des centaines de marmites acheminées tous les vendredis. Ramadan auprès du Khalife général des Mourides qui donnera l'ordre de les redistribuer. Et puis, quelle est la suite qui sera donnée au rapport d'audit de l'IGE et de la Cour des comptes? C'est toujours le scepticisme. Référendum grec ce dimanche, le non à une politique d'austérité l'emporte, car la Grèce est partie intégrante de l'Europe. Ouvrons ce journal par le 17e jour de Ramadan qui a été célébré hier dimanche et qui correspondait à la bataille de Berd et dans les différentes guerres saintes menées par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait l'historique et la particularité de cette bataille? Imam Ahmadou Kanté s'explique, c'est un élément de Cheikh Adramé Diop. Badr, un nom historiquement inoubliable, militairement stratégique et original, mystiquement défendable. Son nom renvoie à la première bataille victorieuse des Arabes musulmans en 624. En effet, la commémoration de cette date symbolique dans l'islam rappelle l'importance de la foi et la détermination de ces musulmans en nombre très réduit, en particulier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Lamartine disait dans son magnifique et historique poème: « Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la tête d'une armée de 313 hommes, fait face à Abu Sufyan, commandant des Khuraïchites, qui avait confisqué la propriété de tous les musulmans après les avoir contraints à l'exil vers Médine. Ahmadou Makhtar Kanté, imam à la grande mosquée du Point E, revient ici sur les circonstances et l'origine de cette bataille. Les musulmans étaient victimes de spoliation, leurs biens étaient confisqués, certains parents étaient divisés en parties parce qu'on interdisait par exemple à votre femme qui est croyante de vous rejoindre, etc. etc. Et il y avait entre le territoire, on peut dire le territoire de la Mecque et Médine, il y avait des musulmans qui étaient entre les deux territoires, qui ne pouvaient pas arriver à Médine et qui ne pouvaient pas retourner à la Mecque pour une raison. Et à un moment donné, quand le prophète s'est installé donc à Médine et qu'il a eu l'autorité, on peut dire qu'en ce moment-là, il s'est constitué un État islamique, on peut dire, ou bien une cité islamique, parce qu'il y a un territoire sur lequel vivent des musulmans et aussi des non-musulmans qui sont unis par la charte citoyenne de Médine, et il y a une autorité. Donc il y a un territoire, il y a un groupe humain qui est d'accord pour un bon vivre ensemble, et il y a une autorité. Donc on peut dire qu'il y a déjà une cité qui est en place. Et en ce moment maintenant, les exactions mécoises continuaient, et le prophète a reçu l'ordre maintenant du Coran de pouvoir répondre à l'injustice. Badr n'était pas une guerre entre des hommes, mais plutôt une bataille de la foi contre la mécréance. C'est pourquoi, pour le triomphe de la foi, Dieu a fait descendre sur le champ de bataille des milliers d'anges pour secourir les musulmans. Le combat a commencé, et finalement, oui, c'est les musulmans qui vont gagner. Mais ils vont gagner comment? Parce que aussi, les anges sont intervenus. Et le Coran dit: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dieu vous a soutenu, vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez faibles. Donc c'est un miracle, la bataille de Badr. Logiquement, les musulmans devaient perdre sur le nombre, sur l'armement, sur l'expérience de guerre, etc. Ils devaient perdre. Mais ils ont gagné par la providence. Et le Coran raconte dans des versets que les anges sont intervenus. Pourquoi? Les anges sont intervenus pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que cette lutte-là, ce n'était pas une lutte entre justement des hommes comme ça. C'était une lutte entre la foi et la mécréance. Donc cette lutte, elle dépassait même le cadre de la terre. C'était une lutte même, n'est-ce pas, pour l'éternité. Quel enseignement peut-on tirer de cette bataille?
Je crois, premier enseignement, ce qu'on peut en retenir, c'est que cette bataille n'a pas été une bataille offensive. Les musulmans n'ont pas cherché la confrontation, mais ils ont cherché à se défendre, à défendre leur territoire et à faire respecter leur État, leurs institutions, leurs biens, leur honneur, ce qui est normal. Et de tout temps, l'islam donne la possibilité aux musulmans de protéger les biens matériels et les biens moraux. Et dans toutes les constitutions du monde, dans les pays les plus démocratiques, ces droits-là sont consacrés. Donc, voilà le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la foi et la détermination sont la base de l'aide de Dieu. Donc, les musulmans ont été secourus par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont fait preuve de foi, de détermination, n'est-ce pas, de discipline. Imam Kanté a une question qui lui taraude l'esprit. Pourquoi la commémoration de cette date passe presque inaperçue au Sénégal, un pays à plus de 95% de musulmans? J'essaie de me dire que comment est-ce qu'on en est arrivé à cela et pourquoi et comment en sortir. Voilà des questions, je pense que ce n'est pas des questions qui me sont adressées à moi seul, c'est des questions qui sont adressées à tous les musulmans. Il y a du Sénégal, il y a des pays musulmans où, effectivement, que ce soit Badr ou bien même d'autres grands événements de l'islam, sont bien respectés et les gens en prennent conscience. Mais je pense qu'au Sénégal, la colonisation a quand même laissé un héritage de ce point de vue-là, où on a essayé un peu d'obscurcir ces symboles et ces événements islamiques. Et malgré les indépendances, entre guillemets, ces symboles de l'islam ne sont pas éclairés par le soleil des indépendances. Badr ou Badar, prononcez-le comme vous voulez, mais la bataille restera le point de départ de l'éclosion et de la propension de la foi musulmane. Cette bataille qu'il ne faut pas confondre avec ce qui se passe présentement avec les djihadistes et les terroristes qui disent combattre au nom de l'islam. Donc aux musulmans de rester debout et vigilants, car il y aura toujours un adversaire en face. La bataille donc de Badar, 17e jour du Ramadan qui a été célébré hier. Je vous le disais dans les titres, notre reportage Ramadan porte aujourd'hui sur les Ndogou des Baye Fall à Diourbel, chez Serigne Amdi Fall. Nos reporters ont assisté à la préparation des repas. Plusieurs centaines de marmites sont convoyées tous les vendredis Ramadan auprès du Khalife général des Mourides, qui en donne donc l'autorisation de les redistribuer. Reportage la Jadama Mbodje Issapouye. Troisième vendredi de ce mois de Ramadan, nous sommes à Diourbel chez Serigne Amdi Fall, khalife de Serigne Assane Fall. Ici, hommes et femmes s'activent bien dans la préparation d'un ndogu destiné au khalife général des Mourides pour la rupture du jeûne. Cheikh Moustapha Seck Baye Fall revient sur le déroulement de cette préparation. Nous démarrons les travaux dans la nuit du jeudi à 4h ou 5h du matin et nous mettons tous les besoins nécessaires sur place. Après, on répartit les tâches et à partir de 10h, on commence à cuisiner. À 16h, il se trouve que tous les repas sont prêts. On partage ça avec tout dans les bols, les marmites pour dire. Et pour pouvoir les transporter chez le Khalife général des Mourides. Selon lui, ils prennent en compte l'hygiène dans la préparation des mets. Les Baye Fall qui préparent les repas sont nés ici. Nous les avons formés ici à faire le travail correctement. Le marabout a sensibilisé tout ce monde pour leur expliquer ça se passe. Nous faisons tout pour assurer l'hygiène de ces aliments, car ce sont nos frères musulmans qui vont les consommer. Et nous ne sommes que des serviteurs et nous travaillons pour avoir la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant.
Après la cuisson, ces repas sont acheminés à Touba chez le khalife général des Mourides vers les coups de 16 heures. Après la préparation, tous les repas sont amenés chez le khalife général des Mourides, Serigne de Mokhtar Mbacké. Nous mettons ça dans de gros camions et on se dirige directement vers Touba. Et une fois arrivé là-bas, nous remettons tout au khalife. Et c'est le khalife lui-même, Serigne Mokhtar Mbacké, qui donne le ndigal pour nous dire à qui nous allons servir ces repas. Et après tout ça, le khalife général des Mourides va prier pour nous et on retourne sur Diourbel. Des talibés venant de diverses régions assistent à cette préparation des ndogu. Je remercie le marabout. Notre vœu, c'est d'avoir la santé pour pouvoir travailler pour le khalife. Je viens de Dakar, 8 heures me trouve ici. À chaque fois, je n'ai raté qu'un seul vendredi, mais pour le reste, je vais pas rater ça. Vraiment, la présence m'a beaucoup servi. Je l'ai assisté l'année dernière et je souhaite l'assister tous les moments, car nous, les Baye Fall, nous n'avons que ça. ndigal li nga xamante ne moom la sa maam Seera Fall digaloon Sëriñ Tuubaa digaloon sa maam Seera Fall Cheikh Ibrahima ne ko dama am gan gu rëy. Ces ndogu, c'est Serigne Touba qui les avait recommandés à Mame Cheikh Ibra Fall. Mame Cheikh Ibra Fall avait débuté avec 22 bols et maintenant avec Serigne Amdi Fall, on a dépassé largement ce chiffre et c'est ce qui montre que nous respectons toujours les ndigal de Serigne de Mame Cheikh Ibra Fall. Depuis 1999, j'assiste à ces ndogu, mais c'est très important pour moi. Vraiment, je ne regrette pas du tout. waaw maanaam 1999 laa fi njëkk a ñëw. Une tradition bien connue chez les Baye Fall perpétue le ndigal de Mame Cheikh Ibra Fall tous les vendredis de Ramadan en préparant une quantité indescriptible d'aliments destinés au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Voilà, c'était le reportage du jour sur le ndogu des Baye Fall. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne préside cet après-midi une réunion technique sur l'évaluation financière de la mise en œuvre des recommandations des assises de l'éducation et de la formation. Après le rapport de l'IGE suivi de celui de la Cour des comptes, eh bien, nombreux sont ceux qui pensent que ces audits n'auront aucun effet. Il reste toujours sceptique. Voici un élément réalisé par Cheikh Adramé Diop. L'IGE, même si vous ne comprenez pas la signification et le rôle de cette institution, ces 3 lettres ont fini d'intégrer le langage familier des Sénégalais. Ce n'est pas tout, car il faut aussi chercher à se familiariser avec la Cour des comptes, 2 organes de contrôle et de dissuasion pour lutter contre les détournements de deniers publics. La publication de leur rapport a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais la nature et l'usage de ces rapports a suscité beaucoup d'interrogations. Mais qu'est-ce qui se passe réellement au point que nos dirigeants entretiennent un mauvais rapport avec l'argent? Les travailleurs sont assujettis à un certain nombre de situations qui causent ce genre de déduction très délictuelle. Parce que regardez quelqu'un qui gère une société, ou bien qui est responsable de quelque chose, mais qui est mal payé. Est-ce que c'est véritablement une raison pour détourner les deniers publics? Tout est une question d'éthique, d'éducation, tout cela. Et pourtant, le président Macky Sall, dès son accession au pouvoir, parlait de gouvernance sobre et vertueuse. Quelqu'un me dira que ces enquêtes financières ont été réalisées bien avant l'arrivée du président Sall à la tête du pays. Mais ce retraité à la SDE ainsi que ce jeune rencontré à Ouakam pensent qu'il n'y a aucun changement.
Toujours, c'est récurrent, ça revient. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. La Cour des comptes, l'IGE, traque des biens mal acquis. Et pourtant, on a comme l'impression que c'est reparti de plus belle. Pour moi, même si c'est bien fini, Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces organes de contrôle ne sont pas forts ou ils n'ont pas été suffisamment dotés de moyens juridiques? Les organes de contrôle, pour moi, sont insuffisants. Comme je dirais, il faut un contrôle rapproché pour ne pas laisser les gens le temps de s'installer dans ces mauvais choix. On a un arsenal juridique impressionnant en termes de lutte contre la corruption, les fraudes, l'enrichissement illicite, etc. Si on se mettait à vous lister tout ce qu'on a comme organes ici, que ce soit des organes indépendants, des organes internes à l'administration, au ministère des Finances, à la présidence, etc., c'est énorme. Mais malgré tout cela, notre pays est encore très mal géré. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a un problème, c'est-à-dire est-ce qu'on écrit des textes uniquement pour montrer une volonté, mais sans pour autant être conséquent avec cette volonté. Ce qui ferait l'affaire, ce serait tout simplement de détacher ces organes donc, de la présidence de la République en les rattachant tout simplement dans l'appareil judiciaire. Une fois les rapports publiés et qu'on connaît les fautifs, il faut donc des sanctions à la hauteur du préjudice commis. Après tout, on constate que certains coupables ne sont nullement inquiétés. Et pourquoi? Les gens, ils savent qu'ils ont un électorat fort, sûr, et qui est déterminant dans l'élection présidentielle. Et sur cette base politique, on lui a donné des responsabilités. La justice n'a pas besoin que le rapport le soit transmis. Elle peut s'autosaisir systématiquement en cas de constat de malgouvernance, de malversation, et de fraude, de corruption, de soupçon de corruption, etc. Et pour sévir carrément. Malheureusement, c'est à ce niveau que les choses ne bougent pas et ça c'est étonnant pour les Sénégalais. Certes, il y a des organes de contrôle, il y a la société civile, la presse est là pour alerter, la police et la gendarmerie pour traquer et arrêter, la prison pour embastiller, mais les caisses de l'État sont toujours pillées aux grandes dames des pauvres contribuables sénégalais. Donc il est temps de changer de fusil d'épaule en faisant référence à l'éducation, à la religion, aux valeurs morales. Merci, cher Adramé Diop. Cérémonie de signature de la convention cadre relative au fonds de garantie pour l'acquisition de logements. La signature est prévue cet après-midi entre le ministère du Renouveau urbain et le FONGIP. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Le non aux créanciers internationaux l'a emporté en Grèce à l'issue du référendum sur une nouvelle aide financière au pays contre plus d'austérité. Après dépouillement près de 100% des bulletins de vote, le non à 61,3% des suffrages contre 38,8% pour le oui. L'autre ministre, le ministre des Finances, l'ex-ministre donc, partisan du non, a tout simplement été annoncé plutôt sa démission. Il pourrait être remplacé par Euclide Zakalatos, actuel coordinateur des négociations avec les créanciers d'Athènes. La fête à Athènes pour célébrer la victoire du non au référendum. Oxy par 5 années d'austérité, les Grecs ont rejeté les nouvelles mesures de rigueur voulues par leurs créanciers. À la question, faut-il accepter le plan d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international lors de l'Eurogroupe du 25 juin, ils ont dit non à plus de 61% des voix. Pour Alexis Tsipras, l'instigateur de ce référendum, c'est la preuve qu'on ne peut pas faire chanter la démocratie. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση
Vu les circonstances très difficiles que nous avons connues cette semaine, vous avez fait un choix très courageux, a déclaré le Premier ministre grec. Cependant, je suis tout à fait conscient que le mandat dont vous m'investissez n'est pas un mandat pour marquer notre rupture avec l'Europe, mais un mandat pour renforcer notre pouvoir de négociation afin de trouver une solution viable. Notre priorité est de réinstaller le système bancaire aussi vite que possible. Je suis certain que la Banque centrale européenne comprend non seulement notre situation financière générale, mais aussi la dimension humanitaire que la crise entraîne dans notre pays. Le gouvernement avait en effet ordonné la fermeture des banques il y a une semaine pour empêcher la fuite des capitaux. Le Premier ministre grec a également appelé à l'unité, un appel que n'aura pas entendu son prédécesseur, le conservateur Antonis Samaras, qui a démissionné de la tête de Nouvelle Démocratie, le principal parti d'opposition. Et puis, nucléaire iranien, les Occidentaux mettent la pression sur Téhéran. Les négociations s'intensifient à quelques heures de la date butoir prévue cette semaine. Le marathon des négociations sur l'encadrement du programme nucléaire iranien va-t-il s'achever comme prévu ce mardi? Rien n'est moins sûr après bientôt 2 années de négociations actives. Les discussions achoppent toujours, notamment sur le rythme de la levée des sanctions et sur le périmètre des inspections internationales sur les sites nucléaires iraniens. Pour la chef de la diplomatie européenne, si un accord peut être conclu, le moment est venu. Ce n'est pas une question de temps, mais de décision politique, dit-elle. Certains diplomates parlent d'un nouveau report au 9 juillet, pas les Américains, puisque l'accord est censé être présenté au Congrès ce jeudi. Pour John Kerry, c'est donc l'heure de vérité. Ces derniers jours, nous avons effectivement fait de véritables progrès, mais je veux que ce soit bien clair pour tout le monde, nous ne sommes pas encore où nous devrions être pour résoudre certaines des questions les plus épineuses. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères a estimé que des différences persistaient. On n'a toujours rien de clair, a ajouté Mohammad Javad Zarif. Après le retour des chefs de la diplomatie des 5+1 à la table des négociations à Vienne, les pourparlers s'intensifient à quelques heures de la date butoir. Les négociateurs parlent des progrès réalisés, mais surtout des parenthèses non encore refermées sur des questions qui pourraient bien prolonger leur discussion, conclut notre correspondante à Vienne. Voilà qui termine donc cette édition. L'information revient à partir de 20h en Wolof avec Mahmoud El Bokoum et à 22h30 en français. Excellente suite de programme sur Al Mouridia TV. Bon Ramadan à toutes et à tous. Au revoir. Le journal.